La présente vidéo est destinée à l'explication didactique de la construction d'un empilement métallique cubique à face centrée. Mais avant de commencer, rappelons tout d'abord qu'un cristal est un solide dont les constitutions de base, qui peuvent être des atomes, ions ou molécules, sont assemblées de manière périodique et régulière suivant les trois directions d'un réseau tridimensionnel. D'un autre côté, la plus petite partie du réseau cristallin, dont la juxtaposition périodique et régulière permet l'obtention de tout le cristal, est appelée maille cristalline. La maille est donc l'unité de base à partir de laquelle on peut engendrer tout le cristal. Par ce dessin, nous pouvons illustrer le fait qu'un cristal peut être engendré par la juxtaposition périodique et régulière d'une unité de base qu'on appelle donc la maille cristalline. Le cristal s'obtient donc par la juxtaposition périodique et régulière de cette unité de base qui est la maille, et ce, suivant les trois directions affectées au cristal, suivant les trois directions orientant la maille cristalline. Dans ces conditions, n'importe quelle maille du cristal peut être obtenue à partir de la maille de référence par des translations entières, suivant les trois directions OX, OY et OZ. Ainsi, et d'après ce dessin illustrant le cristal, la maille opposée diagonalement à la maille de référence peut être obtenue en glissant cette dernière deux fois le paramètre A suivant l'axe des X, deux fois suivant l'axe des Y et une fois suivant l'axe des Z. De façon générale donc, toute maille du cristal s'obtient en faisant subir à la maille de référence la translation T est égale à U fois A plus V fois B plus WC. A, B, C, ce sont les vecteurs de base de la maille, et U, V, W sont des nombres entiers relatifs. De façon générale, une maille donnée est un parallélépipède dont la description nécessite la connaissance de 6 paramètres géométriques. 3 paramètres linéaires précisant les côtés de la maille et 3 paramètres angulaires qui sont alpha, bêta et gamma. Alpha étant l'angle entre B et C, bêta est celui entre A et C, et gamma est l'angle entre les côtés A et B. Les solides cristallisés, qui sont donc les cristaux, peuvent être classés d'après la nature de la liaison chimique assurant la cohésion des atomes, ions ou molécules de ces cristaux. On distingue essentiellement les cristaux métalliques, les cristaux ioniques, les cristaux covalents et les cristaux moléculaires. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux cristaux métalliques. Dans un solide métallique, les atomes sont considérés comme des sphères rigides et non interpénétrables, formant des empilements compacts ou semi-compacts. Ces empilements sont de trois types. Il y a l'empilement hexagonal compact qu'on note HC, l'empilement cubique à face centrée qu'on note CFC, et l'empilement cubique centré qu'on appelle aussi cubique corps centré et qu'on note CCC. Les deux premiers empilements sont très compacts, alors que le troisième n'est que semi-compact. Le but de cette vidéo est de montrer comment on construit l'empilement cubique à face centrée. L'empilement cubique à face centrée est un empilement qui est tridimensionnel, et pour bien comprendre sa construction, nous allons le faire par étapes. En essayant de voir d'abord le cas théorique d'un cristal linéaire et voir comment le construire de façon compacte, on passera ensuite à la discussion du cas où le cristal est à deux dimensions, et on verra comment
donc avoir un cristal compact à 2 dimensions. Et ce n'est qu'en troisième étape qu'on va expliquer comment se fait la construction de l'empilement cubique à face centrée. Supposons donc avoir un cristal linéaire. Ça va consister donc à l'arrangement d'un certain nombre d'atomes de même nature suivant un axe donné, comme on peut le schématiser par le dessin suivant. L'empilement qu'on vient de faire peut en effet correspondre au cas de l'empilement d'un cristal linéaire théorique. Je dis théorique parce qu'il n'y a pas de cristal linéaire en réalité, mais théoriquement ça peut en être le cas, puisque les atomes se retrouvent de façon périodique et régulière suivant l'axe sur lequel ils s'empilent. Ce cas de figure correspond donc bien au cas d'un cristal linéaire, mais ce cristal que nous avons envisagé n'est pas compact pour la bonne raison qu'il y a de l'espace entre les atomes. Et qui dit compact, ça voudrait dire qu'il faut éliminer le vide entre les atomes au maximum possible. Pour que cette structure devienne compacte, il faudrait absolument éliminer le vide entre les atomes, et ce en les mettant en tangence les uns avec les autres, comme on peut l'illustrer par le dessin suivant. En juxtaposant donc les atomes les uns aux autres, on a éliminé l'espace entre ces atomes et la structure obtenue est celle alors d'un cristal linéaire compact. Essayons de voir maintenant comment arriver à construire un cristal à 2 dimensions compact. Pour construire alors un cristal à 2 dimensions, nous pouvons imaginer sa construction par la juxtaposition de rangées atomiques compactes comme celle-ci. L'arrangement qu'on peut alors avoir peut être comme suit. Ce cas de figure n'est pas très compact pour la bonne raison que le vide existant entre les atomes est un vide qui est important. Nous verrons tout à l'heure que ces plans vont nous permettre de comprendre la construction des réseaux cubiques centrés qui sont des réseaux semi-compacts. Pour avoir un plan atomique compact, il faut chercher alors à minimiser le vide entre les atomes. Pour y arriver, on va placer chacun des atomes de la deuxième rangée en tangence directe entre 2 atomes de la première, ce qui va nous conduire à l'arrangement suivant. Dans cet arrangement, nous avons également un vide entre les atomes, mais ce vide ne peut pas être éliminé. Si on examine maintenant cet empilement, nous pouvons remarquer que chacun des atomes est tangent directement à 6 autres. La géométrie est donc hexagonale, l'unité de base est alors un hexagone, et le réseau plan peut être engendré par la juxtaposition l'une à côté de l'autre de ces unités hexagonales. Nous avons expliqué que dans le cas de l'empilement hexagonal compact, l'empilement se faisait par juxtaposition l'un au-dessus de l'autre de plans hexagonaux de ce type. Dans ces plans, chacun des atomes est entouré par 6 autres semblables pour donner une unité de base hexagonale régulière. Si on isole l'une des bases, on voit bien qu'autour d'un atome, il y a
6 trous qu'on ne peut pas éliminer et que le trou 1, 3, 5 forme un triangle équilatéral comme le triangle formé entre 3 atomes du plan atomique. De même, les trous 2, 4 et 6 forment également un triangle équilatéral, exactement comme celui formé également entre 3 atomes du plan de base. Pour construire alors l'empilement hexagonal compact, nous avons expliqué que les atomes d'un deuxième plan hexagonal comme celui de la base, donc ces atomes peuvent se mettre en tangence directe soit sur les trous 1, 3, 5, soit sur les trous 2, 4, 6. Si on considère la mise des atomes du plan B sur les trous 1, 3 et 5, on va avoir la configuration suivante. Les plans A et B sont exactement les mêmes, mais l'un est noté A et l'autre B pour la bonne raison que les atomes du plan B ne se projettent pas exactement sur les atomes du plan A. D'un autre côté, comme les plans sont identiques, chacun des atomes du plan B, comme ceux du plan A, est entouré par 6 atomes. Mais si l'on considère l'un des atomes du plan B sur la figure, on ne voit que 2 de ses voisins, mais les 4 autres sont à l'extérieur de la base hexagonale qu'on a délimitée, et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Pour avoir maintenant l'empilement hexagonal compact, nous avons expliqué que ça se fait par mise en contact d'un troisième plan hexagonal compact, exactement comme les plans A et B, de telle sorte que les atomes du troisième plan, qui doivent être donc tangents à ceux du plan B, se projettent exactement sur les atomes du plan A constituant la base. Et de cette façon, le troisième plan va être appelé également plan A. Ce qu'on vient de dire peut être illustré par la figure suivante. Sur cette figure, montrant la construction de l'empilement hexagonal compact, on voit bien un atome du plan A entouré par 6 atomes semblables, les atomes du plan B qui vont être projetés sur les trous 1, 3 et 5, et les atomes du troisième plan sont également tangents aux atomes du plan B et ils se trouvent en projection exactement au-dessus des atomes du plan A. Et c'est pour cette raison que le premier plan et le troisième vont être appelés exactement de la même façon. Mais comme le plan intermédiaire est un plan qui est décalé par rapport aux deux autres, il va être appelé différemment que les deux précédents. Ça, c'est un modèle éclaté pour expliquer comment se fait la structure. Et ça, c'est la vraie structure, la structure compacte, où tous les atomes sont tangents directement les uns aux autres. Pour ce qui concerne maintenant l'empilement cubique à face centrée, on a également la superposition des plans A et B comme ça se fait exactement dans l'empilement hexagonal compact, sauf que le troisième plan qu'on va ajouter au-dessus du plan B ne se projettera ni sur les atomes du plan B, et c'est pour ça qu'il ne sera pas appelé B. Les atomes de ce plan ne vont pas se projeter également comme dans l'hexagonal compact sur les atomes du plan A, et par voie de conséquence, le troisième plan ne va pas être appelé plan A. Dans l'empilement cubique à face centrée, les atomes du troisième plan ne vont se projeter ni sur les atomes du plan B, ni sur ceux du plan A, mais ils vont être tangents directement aux atomes du plan B, mais de telle sorte qu'en projection, ils vont être projetés sur les trous 2, 4 et 6. Si on place alors les atomes du troisième plan avec ceux des plans A et B, on va avoir la configuration suivante. Comme les atomes du troisième plan ne se projettent ni sur les atomes du plan B, ni sur les atomes du plan A, c'est que ce plan, qui est identique au précédent, va être appelé plan C. La disposition à 3 dimensions des plans A, B et C dans l'empilement cubique à face centrée
peut être illustrée par la figure suivante. Sur cette figure, on voit l'un des atomes du plan A entouré de 6 autres semblables, formant ainsi une base hexagonale, les 3 atomes d'un plan B, de telle sorte que ces atomes vont se projeter sur les trous 1, 3 et 5. Ensuite, les atomes d'un plan identique C, dont les atomes vont se projeter sur les trous 2, 4 et 6. Et ce n'est qu'ensuite qu'on va placer les atomes d'un quatrième plan exactement identique au premier. Et dans ce cas donc, la séquence d'empilement serait A, B, C, A, B, C, et ainsi de suite. Ce modèle est un modèle éclaté qui nous a montré comment on place les atomes les uns au-dessus des autres, mais le vrai modèle, c'est celui-là. C'est un modèle compact où tous les atomes sont tangents directement les uns aux autres. La maille hexagonale usuelle associée donc à l'empilement A, B, C peut être illustrée par la figure suivante. Comme on l'a expliqué, les atomes sont tangents directement les uns aux autres, mais pour des raisons de clarté de la figure, nous représentons les atomes écartés les uns des autres. Sur la base de la maille, on voit bien un atome entouré de 6 autres atomes semblables. Au-dessus, on met les atomes du plan B qui doivent se projeter sur les trous 1, 3 et 5, et ensuite les atomes du plan C qui se projettent sur les trous 2, 4 et 6. Les atomes d'un quatrième plan délimitant la maille se trouvent exactement en projection sur les atomes de la base de la maille. La distance entre deux plans A consécutifs correspond au paramètre C de la maille hexagonale et la distance entre les plans A, B et C est une distance égale exactement au tiers du paramètre C de la maille. Cette maille est ce qu'on appelle la maille hexagonale usuelle correspondant à l'empilement cubique à face centrée. On l'appelle ainsi parce qu'elle nous montre la symétrie hexagonale de l'empilement. Mais cette maille ne peut pas constituer la maille élémentaire du réseau cubique à face centrée pour la bonne raison qu'elle contient 8 faces, 2 faces horizontales hexagonales et 6 faces latérales sous forme rectangle. Comme la maille élémentaire contient uniquement 6 faces, elle va correspondre au tiers de cette maille hexagonale usuelle. La représentation à part de cette maille est celle de la figure suivante. Il s'agit d'une maille où la base est un losange constitué de 2 triangles équilatéraux, ce qui conduit à un paramètre A est égal 2 fois R étant le rayon atomique. Le paramètre C est différent des paramètres A et B. L'angle gamma égale à 120 degrés et les angles alpha entre B et C et bêta entre A et C sont tous les deux égaux à 90 degrés. Cristallographiquement, la description d'un réseau cubique à face centrée ne se fait pas avec une maille hexagonale comme celle de la figure, mais se fait par des mailles cubiques. La maille cristallographique utilisée d'habitude pour décrire l'empilement cubique à face centrée est celle de la figure suivante. Sur cette figure, on a un cube où les sommets sont occupés par des atomes, ainsi que les 6 centres des faces. La question qui se pose maintenant est de montrer que cet empilement correspond bien à l'arrangement de plans hexagonaux A, B, C. D'après ce que nous avons expliqué tout à l'heure, dans l'empilement ABC, un atome d'un plan A donné est entouré par 6 semblables et entre les atomes il y a 6 trous. Au-dessus des trous 1, 3, 5, on met les atomes du plan B. Quant aux atomes du plan C, ils se projettent sur les trous 2, 4 et 6.
Remarquons que l'axe suivant lequel s'empilent les différents plans A, B et C est un axe ternaire. Cet axe passe par les atomes centraux des bases hexagonales et entre les atomes du plan B et ceux du plan C. Autour de cet axe, les équivalents d'un atome donné vont être obtenus alors par des rotations de 2π/3, à savoir 120 degrés, ce qui va conduire à la formation d'un triangle équilatéral entre les atomes liés par cet axe. Pour justifier alors l'empilement ABC dans le cubique à face centrée, il faut repérer l'axe ternaire dans la maille cubique à face centrée. Comme on l'a expliqué en cristallographie, les axes ternaires d'un cube correspondent aux diagonales principales de ce cube et qui sont en nombre de 4. L'une d'entre elles est celle joignant ce sommet avec le sommet opposé. Ceci étant dit, l'atome central de la base hexagonale du plan A peut correspondre à l'un de ces atomes. Les trois atomes du plan B formant un triangle équilatéral vont correspondre alors au centre des trois faces les plus proches du sommet qu'on a pris comme étant l'un des atomes du plan A. On démontre aisément que les trois atomes correspondant aux faces les plus proches de ce sommet constituent bien un triangle équilatéral et que la distance entre les atomes correspond à la demi-diagonale d'une face carrée de paramètre A. À savoir que la distance entre ces atomes est égale exactement à A racine de 2 sur 2. A racine de 2 étant la diagonale principale d'une face carrée de côté A. Pour ce qui concerne les atomes du plan C, ils correspondent au centre des trois autres faces du cube. Comme les atomes du plan B qui formaient un triangle équilatéral de côté A racine de 2 sur 2, les atomes du plan C constituent également un triangle équilatéral où la distance entre les atomes est également égale à A racine de 2 sur 2. A étant le paramètre de la maille cubique. À partir du plan C, si on continue à monter suivant l'axe ternaire, on doit passer par un atome de la base de la maille hexagonale, se projetant exactement sur un équivalent sur la base de la maille hexagonale. Cet atome est l'équivalent de celui opposé diagonalement dans la maille cubique à face centrée. Ces deux atomes doivent être entourés chacun par 6 autres équivalents, mais la maille cubique ne nous permet pas de les voir. Ils sont dispersés sur des mailles voisines à la maille de référence qu'on est en train de discuter. Mais pour ce qui concerne les atomes du plan B, qui étaient uniquement 3 dans le cas de la maille hexagonale correspondant au cubique à face centrée, la maille cubique à face centrée ici nous permet de voir les 3 atomes du plan B et 3 autres atomes équivalents contenus dans le même plan du triangle, à savoir les 3 sommets ici. De la même façon, les atomes du plan C étaient au nombre de 3 dans le cas de l'empilement représenté sous forme hexagonale, mais dans la maille cubique face centrée, on a les 3 atomes du plan C qui forment un triangle, mais en plus de ces 3 atomes, le cubique à face centrée nous permet de voir 3 autres atomes correspondant à ces sommets, faisant partie du même plan auquel appartient le triangle formé par les atomes du plan C. Comme nous l'avons précisé auparavant, les plans A, B et C sont des plans hexagonaux. Mais ceci n'est pas évident à voir sur la maille cubique à face centrée. Pour nous en convaincre alors, essayons d'isoler les atomes par exemple du plan B faisant partie de la maille cubique à face centrée. Ces atomes forment un triangle équilatéral comme on peut le voir clairement sur la figure suivante. Le triangle regroupant les atomes est un triangle de côté A racine de 2.
A étant le paramètre de la maille cubique. Ce côté correspond également à 4R, R étant le rayon atomique. Si on ajoute maintenant deux atomes du plan B mais n'apparaissant pas sur la maille cubique à face centrée, on aura la configuration suivante. Les atomes qu'on vient d'ajouter avec 5 atomes du triangle forment une base hexagonale, dont le côté est égal à A racine de 2 sur 2 et correspond également à 2 fois R, R étant, comme on l'a signalé, le rayon atomique. Signalons au passage que si on considère l'origine de la maille cubique à face centrée sur cet atome, les différents plans A, B, C appartiennent à la famille réticulaire diagonale 1, 1, 1. Tout ce qu'on vient d'expliquer peut être illustré par l'animation suivante. Pour plus de détails sur les structures métalliques cubiques à face centrée, nous allons publier des vidéos dans lesquelles nous allons détailler les points suivants. La notion de la coordination atomique, le calcul du nombre d'atomes par maille élémentaire, la détermination des coordonnées réduites des atomes, les positions des sites tétraédriques et octaédriques dans le cubique à face centrée, la façon dont on fait le calcul de la masse volumique d'un solide de structure de type cubique à face centrée, et enfin le calcul de la compacité de l'empilement cubique à face centrée. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.